Donc, du coup, montrait les séries temporelles agrégées de différents groupes d'oiseaux et où on a été un peu stupéfait de constater que la baisse des populations d'oiseaux agricoles en moyenne non seulement continue, mais semblait s'accélérer et voilà, qui a conduit à cette stupeur du chercheur et une alerte presse dans les médias. Derrière ça, il y a ce dispositif, le programme stock, suivi temporel des oiseaux communs. Là, vous avez une carte de distribution de tous les carrés qui ont été suivis au moins une fois. Les carrés noirs, c'est ceux qui tombent un peu par hasard dans des zones Natura 2000 qui avaient été sortis d'une publication pour ça, mais c'est cette couverture-là. Et derrière, des ornithologues amateurs qui sont le plus souvent dans des associations qui nous indiquent où ils habitent et on tire au sort un carré de 2 km sur 2 dans un rayon de 10 km de leur lieu d'habitation. Un carré qui vont suivre ensuite chacun plusieurs années, le temps de leur engagement, et dans lequel ils vont distribuer 10 points d'écoute de 5 minutes chacun, qui vont faire dans le même ordre chaque année, à peu près à la même date et à la même heure, 2 fois par an, une fois en avril, une fois en mai, grosso modo. Et donc, c'est cet effort distribué sur plein de volontaires qui conduit voilà, à cette accumulation de données, des données qui sont basées sur 5 minutes, un tout petit protocole, mais très structuré, hein, puisqu'il y a des répétitions spatiales, temporelles, qui sont assez standardisées. Et du coup, vous voyez tout de suite aussi un des intérêts par rapport à la zone atelier, c'est la complémentarité spatiale et temporelle des données. Ça va être un des intérêts de ces sciences participatives. Alors ça, c'est vraiment le modèle historique, les réseaux d'amateurs éclairés qui se mobilisent. C'est pas celui que je vais... voilà, j'en parle maintenant, mais j'arrête. Je vais vous parler plus de sciences participatives où on implique d'autres types de réseaux, notamment c'est public. Je reprends quelques définitions, mais comme vous venez d'en avoir les plus officielles, il n'y a pas besoin de s'étendre trop. Euh, voilà, ça a été déjà dit. Avec des gradients d'engagement qui sont plus ou moins importants en fonction des dispositifs, où bah, les participants, on peut les considérer un peu comme des capteurs. Avec leurs yeux, leurs oreilles, leurs neurones, ils vont collecter de la donnée, parfois aussi avec des instruments. Euh, mais souvent, et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer, ces données, elles vont être complétées par ce qui fait aussi, c'est pas que des êtres humains, c'est aussi des individus qui ont une expérience, qui ont des savoirs, etc., qui peuvent enrichir ces données. Et puis, c'est des êtres humains qui vivent en groupe et qui aiment bien échanger entre eux et qui vont pouvoir créer dans ces interactions des propriétés émergentes sur ces données. Et deux grands objectifs derrière ces sciences participatives. Euh, Acquérir des données qu'on ne peut pas acquérir autrement. Ça, c'est vraiment important de notre point de vue, soit en quantité, soit en qualité. Et intimement associés, c'est difficile voilà, de ne pas avoir ces deux objectifs réalisés. Des réseaux qui vont s'engager, qui vont s'acculturer, qui vont se mobiliser autour des sujets qui sont dans ces objectifs. C'est vrai, c'est souvent ces deux objectifs qui sont mobilisés. Alors, j'ai dit, je vais vous détailler des exemples. Voilà, donc c'est pas du big data, c'est pas de l'intelligence artificielle qui sont derrière ces sciences participatives. L'exemple, c'est un de ceux qui nous a le plus inspiré, sur lequel on a beaucoup appris, qu'on a mis en place en 2010. Enfin, c'était le lancement en 2010, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on travaille dessus, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Donc les diapos sont un petit peu anciennes. Alors pourquoi les pollinisateurs? Euh, Alors, ça, c'est bien parce qu'on en parle tout le temps, le déclin des abeilles, voilà, on va tous mourir si elles disparaissent. Puis c'est aussi et voilà, c'est vraiment intimement lié à la diversité, à la biodiversité, hein. On sait qu'une espèce d'abeille, trois individus de la même espèce ne pollinisent pas de la même façon que trois individus d'espèces différentes, donc la diversité est importante. Des pressions multiples, c'est complexe. Et contrairement aux ornithologues où on a des réseaux structurés d'amateurs,
Il y en a aussi en entomologie, mais ils sont beaucoup plus spécialisés sur des petits groupes et des taxons. Et on n'a pas cette même potentiel de mobilisation de communautés amateurs. D'où l'idée de s'appuyer sur tout le monde pour collecter de l'information à travers la photo. Euh, mais, ah bah, du coup, je perds le. Je vais le mettre, c'est ça. Et comment je retrouve le. Voilà. Mais de la donnée structurée. Ça, c'est notre credo. C'est pas, on ne va pas prendre du big data, comme je disais, de données opportunistes, de la donnée structurée. Et comment on va la faire? C'est standardiser un peu la manière dont on photographie ces insectes pollinisateurs sous forme d'un safari photo de 20 minutes. On va vous proposer de faire une collection photographique des, euh, des insectes qui fréquentent une plante en fleurs, par exemple ce pied de cerfeuil. Et donc pendant 20 minutes, avec un appareil photo ordinaire, même un smartphone, aujourd'hui ça marche assez bien, s'efforcer d'essayer de photographier tous les insectes qui viennent se poser ou sont présents sur cette fleur. Ensuite, on va mettre tout ce matériel en collection. Si vous êtes un peu frénétique de la photo, vous pouvez en 20 minutes avoir 50, 100, 150 photos. Le mettre en collection, sélectionner une espèce, une photo par type d'insecte, la recadrer pour que ça soit sympa. Et là, c'est un exercice assez fascinant parce que vous allez voir une diversité de couleurs, de formes vraiment jaillir devant vous qui est assez extraordinaire. Ça, c'est une collection tout à fait ordinaire que n'importe quel qui d'entre vous peut faire assez facilement. Euh, on a développé aussi une clé d'identification en ligne qui permet aussi de donner un nom. Donc, il ne s'agit pas juste de poster ces photos, il faut aussi essayer de trouver un nom. On a retenu à peu près les 5000, dit-on, espèces de pollinisateurs. On a réduit un petit peu la complexité, 630 types d'insectes. Et donc, une clé d'identification qui est basée sur des critères visuels. En 2009, quand on l'a mis en place, c'était nouveau. La photographie numérique et l'histoire naturelle commençait à émerger. Il n'y avait pas, pas du tout ça. Euh, et qui, de temps en temps, permet de donner un nom très précis parce que l'espèce est identifiable sur photo. De temps en temps, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas la connaissance pour distinguer ou ce n'est pas possible de distinguer. Mais on est assez explicite avec les participants sur ce qui est un groupe, un taxon, un groupe ou une espèce à part entière. Et on partage ces collections avec les autres participants. Donc ici, c'est les métadonnées de la collection, une géolocalisation, l'environnement, trois photos de la plante en fleurs qui permet d'appeler PlanteNet pour faire identifier cette fleur. Et puis, on poste les différentes photos avec les différentes identifications. Ça, c'est une vue participant, parce que dès que vous êtes participant, vous êtes aussi validateur. Et donc, vous pouvez valider ou faire une suggestion si vous pensez que l'identification est pas, est pas correcte. Et vous avez aussi, dès que trois participants différents ont validé, l'identification est considérée comme valide. Vous pouvez toujours faire une suggestion, mais on arrête ces validations. Aujourd'hui, il faut à peu près 24 heures pour qu'une une photo soit validée. Donc ça marche assez bien. Et puis, il y a des fils de commentaires aussi qui sont proposés pour les collections, donc voilà, qui sont assez sympathiques. Un système de notification, comme ça vous savez ce qui se passe autour de vos collections, vous pouvez aller voir qui a validé, etc. Et alors là, ça a dû augmenter, parce que il y en a des nouvelles tout le temps, hein, donc on a dû dépasser les 75 000 collections, si vous pouvez regarder sur speedpol.org. Alors, c'est une base de données extraordinairement riche parce que c'est données structurées
sur des communautés finalement d'interaction plantes-insectes à ces échelles-là. 75 000 collections, c'est quand même pas mal. On peut en faire plein de choses. Ça, c'est des tentatives de regarder le réseau d'interaction plantes-insectes à l'échelle nationale. Voilà, c'est complexe, c'est joli, les spécialistes adorent ça. Euh, Là, c'est deux réseaux d'interaction pour le pissenlit qui sont dans des milieux plus ou moins urbanisés. Donc, vous voyez que la composition et la quantité la composition est pas la même. À vue de nez, évidemment, ça s'analyse beaucoup plus finement. Je parcours rapidement le type voilà, d'analyse qui peut être fait de ça. Ici, c'est la phénologie d'apparition d'une douzaine d'espèces de diptères entre 2 années. Donc, c'est des choses voilà, qu'on peut répéter, estimer assez finement finalement, parce qu'il y a c'est très bien distribué. Je creuse pas. Voilà. Ici, c'est une espèce un peu particulière qui est le frelon asiatique, qui apparaît dans les collections, principalement à l'automne sur le lierre, comme vous pouvez le voir. Euh, Là, cette diapositive bah, date un peu parce que c'était pour comparer un peu deux dispositifs participatifs. Ici, une enquête de signalement qui était aussi menée par l'INPN, par le muséum, par un autre service, l'INPN, qui invitait les particuliers à signaler des frelons asiatiques. Donc, on est entre la période 2010-2015, au moment où, de la colonisation. Dans le même temps, pour le SPIPOL, on en détecte un certain nombre. Donc là, on a évidemment une couverture géographique complètement différente. Par contre, à partir de ces signalements, très efficace pour regarder les limites d'aire de distribution. Par contre, très pauvre pour les aspects quantitatifs. Parce qu'une fois qu'on a signalé, on signale 2, 3 fois les frelons, mais après, on arrête. Par contre, dans ce people, on, quand on prend en photo un frelon asiatique, on le poste sur la collection, c'est la consigne. Ça se fait. Et du coup, on peut avoir des, juste une sortie de la base des fréquences d'occurrence de ces frelons dans la collection qui sont les plus robustes et qui sont à peu près les seules données vraiment quantitatives nationales sur ces populations. Donc, vous voyez que là, on a les deux espèces de frelons, le frelon européen, le frelon asiatique. Et bah, jusqu'à 2018, il n'y a pas vraiment de différence massive en termes de taille enfin, d'effectifs. Voilà, ce type de choses. Là, c'était un stagiaire qui avait regardé, réouvert un sujet bien connu, mais voilà, l'association entre la coloration de ces espèces d'araignées qui sont polymorphes et puis la fleur sur laquelle elles ont été prises en photo, parce qu'on photographie aussi des araignées, pas que des insectes, etc., etc. Bon, on peut faire vraiment plein de choses. C'est des mines d'or, ces données, parce qu'elles sont structurées, parce qu'elles sont. En fait, ce qui fait la force de ce dispositif par rapport à d'autres données entomologiques, c'est que ces participants, ils ont une espèce de regard neutre sur les insectes. Ils ont autant d'intérêt à photographier une abeille domestique qu'un diptère rare. Ils vont le mettre avec le même effort, la même rigueur dans la collection, ce qui fait que on a vraiment ces données enfin, d'incroyable qualité en termes enfin, pour certains traitements. Alors, on leur pose la question à ces participants au moment de l'inscription sur qui ils sont. Et la plupart sont des débutants en histoire naturelle. Par contre, ils aiment bien se qualifier comme plus ou moins amateurs de photographie. Et on a découvert un peu après que notre cible, c'était des gens qui avaient envie de faire de la photo nature, principalement, et qui allaient découvrir la nature à travers la photo plutôt que l'inverse. Voilà. Et là, c'est une des premières réunions des Spipoliens, ils s'appellent comme ça entre eux, où ils se sont retrouvés dans une salle un peu comme celle-là, et ont commencé à parler de avec les mots, on a l'impression que c'était les Spipoliens anonymes, parce qu'ils parlaient d'addiction, en fait. Que voilà, c'était des choses mais par contre, ils n'étaient pas là pour se soigner, plutôt pour se renforcer et découvrir que c'était voilà, quelque chose. Alors, on a pas mal étudié ces participants. Là, je réponds à la question
des sciences sociales, il y a beaucoup d'études qui se font d'études réflexives sur ces dispositifs participatifs et qui vont, du coup, à travers ces études, influencer la manière dont on les met en œuvre. Euh, bon, là, c'était des écologues qui ont fait ça, par contre. C'était un peu la progression dans l'apprentissage. Alors, c'est des analyses assez sioux. Pour un participant donné, on regarde, on ordonne les photos et un taxon donné. Donc, voilà, les abeilles sauvages, la 50e photo d'abeilles sauvages, et le taux de bonne identification de la 50e photo de l'abeille sauvage qui a été faite par un participant et donc cumulé sur l'ensemble des participants, on peut voir comment il progresse. Alors, il progresse vite. Là, c'est l'abeille domestique, il y a un seul taxon, donc ça progresse très vite. On voit que c'est jamais parfait, même pour l'abeille domestique, il y a toujours la confusion avec l'aristal et il y a des participants qui n'y arrivent pas. Mais la plupart, quand même, y arrivent. Et vous voyez que c'est jamais parfait. Alors, si on peut faire ces stats, c'est qu'il y a quand même de la validation, hein, parce que le processus de validation, il est derrière, et ça progresse. Et alors, ce qui était intéressant, c'est pour ça que je le montre, c'est qu'on a regardé aussi euh, comment chaque participant était inséré dans le réseau social de participants, à travers les commentaires qu'il laisse ou les commentaires qu'il reçoit. Et on a montré qu'il y avait un effet additif du nombre de cette insertion dans les interactions, dans le réseau sur l'apprentissage. Plus les participants échangent, plus ils apprennent. Ça, nous a attiré l'attention finalement sur toutes ces interactions. On a ouvert la boîte des commentaires. Euh, et là, c'était confié à une anthropologue, cette étude. Donc, sur les 8 premières années du projet, 78 000 commentaires. Alors là, on était stupéfaits parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas qu'on était en train de collecter une base de données de commentaires. Un tiers des participants qui font des commentaires et quand même 16, voilà, qui ont fait plus de 1000 commentaires. Et vraiment, ils passent leur temps sur ce réseau, c'est assez incroyable. Voilà. Et dans ces 16, il y en a un qui est en fait payé pour faire des commentaires, c'est l'animateur, parce qu'il travaille à l'OPI. Mais il y en a quand même 15 qui font plus de commentaires que celui qui travaille à mi-temps à faire des commentaires, ce qui est quand même c'est assez incroyable. Alors, on les a regardés, on les a classés, on a essayé de les compter. Et ce qu'on a découvert déjà, c'est que c'est des commentaires de grande qualité. Il y a très, très peu de trolls. Enfin, on n'en a pas d'ailleurs. Et vous voyez, ils sont enrichis. C'est pas, non, c'est pas juste, mais non, c'est pas ça. Il y a toujours plus, il y a toujours un ajout euh, dans ces commentaires. C'est une communauté incroyablement bienveillante à ce sujet. Plein de conversations, des conseils, aussi des appels quand même à respecter le protocole parce que c'est important. Euh, voilà, et de temps en temps des choses qui nous sont renvoyées, euh, voilà, ou sur les pratiques de Speeple, etc., etc. Et on a réalisé à travers cette étude finalement qu'il se passait énormément de choses à travers dans ces interactions sociales. Hein, on l'a mis en place je rappelle, 2010. En même temps que se mettaient en place les réseaux sociaux. Voilà, on n'était pas vraiment influencé par ça. Et on le ferait sûrement différemment aujourd'hui. Mais il y a tout cet accompagnement qui se fait et qui est vraiment très structurant dans les données. Et on a eu une autre opportunité pour nous ouvrir les yeux sur cette importance. Euh, une de, Une des doctorantes du labo est partie en postdoc en Corée du Sud avec comme projet d'exporter des projets de sciences participatives là-bas et a pu implanter une version du SPIPOL, euh, à peu près le même protocole, mais sur une appli qui est de partage de photos et pas de partage de collection, où seules les photos apparaissent. Elle a fait beaucoup de communication, de formation. Il y avait à peu près la même ampleur de participation en 2017 en Corée qu'en 2010 en France. Et on a regardé un peu la qualité des contributions en regardant chaque collection et en la classant comme suivant très probablement les consignes ou douteuse par rapport aux consignes. Douteuse, ça veut dire il y a une seule espèce,
une seule photo de papillon. C'est assez improbable qu'en 20 minutes, il n'y ait qu'un papillon qui soit posé. C'est pas le taxon le plus fréquent. Où il y a des photos sur différentes plantes ou des photos qui ne sont pas sur des fleurs ou des choses comme ça. Et vous voyez en Corée, on a un taux d'identification de collections douteuses qui est assez fort et qui est stable. C'est-à-dire, plus il n'y a pas des participants qui font plusieurs collections, ils continuent à faire des collections. Alors que dans le même temps, en France, on a des choses beaucoup plus faibles et avec les participants qui progressent au fil du temps. Et là, on a réalisé enfin, la seule différence. Alors, c'est n égale 1, c'est pas très statistique, c'est pas très fort comme comparaison, mais la principale différence, et c'est comme ça qu'on l'interprète, c'est que en Corée, on voit pas les collections, il n'y a pas de toutes ces interactions et ce retour des participants. En France, si vous faites une collection qui sort du protocole, vous avez généralement un commentaire qui vous explique que vous n'avez pas fait. Voilà. Et d'où ça nous a amené à un peu cet archétype de ces recommandations que euh, les données doivent être visibles sous forme structurée, c'est-à-dire les collections sont visibles, commentables et modifiables par l'auteur. Et le fait qu'elles soient visibles, ça permet cette espèce de rétro, enfin de compte, voilà, d'inspiration. Alors c'est finalement parce qu'on s'adresse à des humains qui, on a beau mettre des tutos partout, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ce que font les autres et ils font pareil. Et bah, autant s'adosser à ça. Et puis, il se passe toutes ces formes, ces conseils, ces entraides et ces contrôles qualité et ce contrôle social autour des données. Et donc, on les appelait 2.0 parce que, un peu l'analogie au web 2.0 quand il est venu le web social, les sciences participatives qui sont autour de cette socialité. Alors, un petit peu de pourquoi j'avais dit une manière, voilà, change la manière de produire des données, c'est que on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, pas que, mais en tout cas, pas ce qu'on a appris. Là, quand voilà, on nous apprend, quand on fait collecter des données, à ce que les données soient indépendantes les unes des autres. Ici, on encourage une forme de contamination qui est très visible, très nette. Dans ce People, on a vu apparaître des photos d'araignées tout au long de l'année 2010. En fréquence, elles ont beaucoup augmenté, jusqu'à ce que ça devienne normal de prendre toutes les araignées qui sont posées sur des fleurs. Mais il y a eu cet apprentissage collectif il y a les premiers, ils ne savaient pas trop s'il fallait les mettre ou pas les mettre, et puis voilà, ils se sont imités. Et puis l'autre chose, c'est que on laisse les observateurs apprendre plutôt que de les former, et on laisse les communautés d'observateurs euh, délibérer et être eux-mêmes les garants des données plutôt que de faire appel à des experts. C'est nos recommandations, on peut y déroger dans certains cas. Et je n'ai pas insisté aussi sur le fait que dans notre modèle, c'est l'auteur qui a le dernier mot sur la donnée. C'est lui qui peut la changer. Il n'y a pas d'experts qui ont des droits d'écriture pour aller corriger. Il n'y a que l'administrateur ou que l'exploitation des données qui va finalement utiliser les commentaires ou les suggestions, etc., pour les corriger. Mais c'est l'auteur qui est ça. Et donc, on change aussi la nature de la participation. C'est-à-dire, c'est pas on dépose des données puis les chercheurs se débrouilleront. C'est on est responsable des données qu'on dépose et on est susceptible d'avoir des notifications, des commentaires, des suggestions qui nous disent. Et donc, il y a voilà, un engagement est complètement différent. Alors ça, c'est comme je l'ai dit, celui qui nous a beaucoup inspiré. On a fait plusieurs déclinaisons de ça. Notamment un des derniers nés qui est sur la biodiversité des sols. Je vous invite à le regarder parce que ça peut être une source d'inspiration, qui a été fait avec pas mal de labos autour voilà, de la biologie des sols. Sur les hérissons, on a une forme d'instrumentation, parce que les observateurs construisent un tunnel à empreintes et vont comme ça enregistrer des empreintes de hérissons ou d'autres animaux qui sont venus fréquenter ce tunnel la nuit, etc.
Pour finir, je vais vous présenter deux projets. Alors là, je prends un peu plus de risques parce que c'est des projets en cours de développement, mais qui sont aussi des sources d'inspiration. Euh, alors celui-là, il est un peu particulier. C'est un projet qui vise à inviter les visiteurs des zoos à étudier les comportements des animaux en cage. Pourquoi faire ça? Parce qu'il y a des tas de chercheurs qui s'intéressent au comportement des animaux, c'est les éthologues, pour différentes façons, et la plupart du temps, dans beaucoup de cas, ils ont eux-mêmes des élevages ou des animaux en captivité. Et les zoos offrent finalement un énorme terrain d'expérimentation ou d'observation, mais qui n'est pas facile d'accès. C'est deux univers, hein, les zoos et la recherche. C'est pas enfin, il y a beaucoup de points communs, mais c'est pas aussi simple. Donc, c'est pas simple. Et pourtant, dans ces zoos, d'abord, ils sont nombreux. Il y a une centaine de parcs zoologiques de l'Association française des parcs zoologiques et beaucoup de visiteurs, 24 millions par an, paraît-il. Et donc, il y a une puissance d'observation de ces visiteurs qui est assez considérable. Ils sont là tout le temps à observer tout ça. Alors, c'est un projet qui est assez collaboratif dans sa construction. Il est un peu porté par le muséum et ses deux parcs zoologiques. Mais il associe une quinzaine d'éthologues pour réfléchir à ce que ça serait des protocoles qui seraient intéressants à proposer au public et une vingtaine de zoos sur quels seraient les intérêts des zoos à participer à cette expérience. Euh, les moyens nous ont permis d'aller assez loin voilà, dans la co-conception et mobiliser. Alors, je réponds encore à cette question des sciences sociales. Ce pas les sciences sociales qui font ces enquêtes. Par contre, les méthodes sont c'est des méthodes de marketing, d'entretien, de conception de projet, etc., d'ateliers qui sont assez proches. C'est vraiment des métiers, en fait, de concevoir ce genre de choses. Euh, et le parti pris, c'est qu'il faut répondre en fait, à ces trois logiques. Des données qui intéressent la recherche, des dispositifs qui intéressent les eaux, c'est des entreprises commerciales, et il ne faut pas que la proposition interfère finalement avec leur logique, et puis évidemment des choses qui engagent les visiteurs. Ça, je le redis. Alors, où on en est à ce stade? On a identifié avec les éthologues trois types de protocoles un peu génériques. Comment différents individus d'espèces différentes dans des enclos interspécifiques interagissent, comment on peut déchiffrer des comportements sur en 1, 2, 3 minutes où on regarde un individu avec un petit apprentissage préalable, ou comment on regarde la distribution dans l'espace des individus et de permettre de faire des budgets temps. Donc ça, c'est trois protocole générique à partir duquel un chercheur va dire bah, moi, je m'intéresse à comment les ongulés font quand il y a des canicules. Et donc, j'ai besoin d'un protocole qui va inspirer de ça, que je vais proposer aux zoos, qui vont ensuite les adapter, s'ils le souhaitent, à leur environnement, dialoguer entre les chercheurs et le zoo pour un peu valider qu'ils ils ont bien compris, qu'ils sont d'accord pour que ça soit proposé, et ensuite euh, proposé aux visiteurs. Et donc, c'est toute cette chaîne, finalement, il y a deux niveaux de participation hein, entre zoos et chercheurs, et puis les participants vis-à-vis des chercheurs. Donc, on peut... et donc, avec une utilisation smartphone ou tablette locale qui est assez bref et avec l'embarquement. Donc voilà, source d'inspiration.
Dernier, encore, il s'est fait dans le cadre d'un projet qui est porté par INRAE, par différents chercheurs autour de soit le PPR cultivé autrement. Comment les territoires et réduction des pesticides. Et puis on est embarqué dans l'histoire pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme science participative avec les agriculteurs de manière un peu innovante. Et on est tombé au bout de pas mal d'échanges sur cette donnée assez complexe, assez subtile, que les agronomes appellent la logique d'action, qui est toutes les décisions que prennent un agriculteur, notamment quand il est dans une démarche un peu d'essai ou d'expérimentation, au long d'une parcelle. Et donc basée sur des interventions, des observations, etc. Et donc, cette logique d'action, c'est un peu le Graal de ces agronomes, comment on peut l'enregistrer, comment on peut les capter et à quels besoins ça peut répondre. Et donc, ce qu'on a proposé, co-construit, c'est de s'inspirer finalement voilà, on reprend un peu un thème de réseau social, la story. Comment on va pouvoir ranger ces observations et interventions tout au long de la chronologie de la parcelle dans différentes rubriques. Chaque rubrique a été pensée pour être parfaitement logique et intuitive et univoque, c'est-à-dire qu'on sache exactement où ranger la donnée, avec deux types de données finalement, des observations ou des interventions. J'ai observé des auxiliaires dans ma bande fleurie qui peut être illustrée par une photo, où j'ai irrigué ma parcelle en préparation de semis. Et un principe qui est on n'est pas dans une logique de protocole prescriptif, c'est comme ça qu'il faut observer, mais dans une logique où on va donner à voir, reporter ce qui semble intéressant. C'est le participant qui décide, et cette décision finalement fait partie de la qualité de la donnée. Hein, c'est ce qu'il a décidé de porter à connaissance, de garder en mémoire, et va décrire un peu cette logique d'action. Ce qu'il illumine par défaut, ça fait partie. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises dedans. Ça, c'est un peu un autre bac à sable pour voir si ça se range bien. Euh, Chaque observation ou intervention est caractérisée par un tag ou deux tags, donc qui dit de quoi ça parle, qui permet ensuite de fouiller, d'avoir un moteur de recherche qui permet de s'y retrouver. Et chaque tag est associé à un petit référentiel qui permet de préciser ce que c'est. Donc c'est voilà. De telle sorte qu'une donnée, une observation, une intervention, elle puisse être rangée en trois clics. On choisit la rubrique, le tag, le sous-tag, et elle est rangée. C'est un peu le principe clé de ça. On travaille sur une troisième type de données. On n'est pas sûr de la mettre en place, mais qui nous semble vraiment intéressante. C'est aussi faire un lien entre observation, un lien entre observation et intervention, qui serait un peu, qui participerait un peu à cette logique d'action finalement, qui peut être des liens causaux, des liens hypothétiques, voilà, c'est le participant qui décide de le mettre de telle sorte finalement à ce que la story, elle décrive à la fin des observations, des interventions et des liens, et tout qui traduit cette logique d'action qui est derrière. Alors ça pourrait intéresser deux. Donc là, j'ai dit là, on a le protocole. La réflexion, c'est aussi, mais qui va bien pouvoir participer à ce truc un peu étrange. Deux cas d'usage type. Des participants qui ont suivi une parcelle pour une raison ou pour une autre, et puis qui vont pouvoir déposer les données une fois en cours, ou plutôt en termes d'accompagnement. Euh, alors, cette bancarisation des données passées, ça peut intéresser plein d'acteurs différents de l'agriculture. Voilà, avec deux motivations. Enfin, sauf une motivation. Bon, la bancarisation, vous en avez parlé, on en parle tout le temps, hein, donc c'est les mêmes. Euh, L'important ici, c'est que ça crée de la valeur ajoutée de déposer cette donnée. C'est-à-dire, c'est pas juste un copier-coller, c'est aussi, on la range proprement, et comme ça, elle est facile à remettre dans un corpus partagé, etc.
Mais c'est en quelques clics, sinon ça ne marchera pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on crée un corpus aussi interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est différents natures d'observation qui regardent le même objet qui est la parcelle de colza, des parcelles différentes, mais le même objet, avec des regards différents en fonction de si on est un chercheur, un conseiller, un technicien, un agriculteur. On n'a pas la même façon de décrire et de reporter, mais pourtant on peut tout mettre dans la même base de données. C'est ce caractère transdisciplinaire qui nous semble créer un intérêt aussi. Ça peut être fait par plutôt du conseil, disons un peu démonstrateur. Voilà, cette parcelle. Habituellement, je fais un tour de plaine avec les agriculteurs, je leur montre ce qu'il y a, mais je peux le faire presque un tour de plaine en ligne où, où je vais utiliser cette plateforme pour ça. Bon, normalement, ils ont déjà leur réseau, mais ça peut être une autre utilité. Et puis, la cible, c'est aussi, oui, surtout, à terme, que ce soit un outil qui permette de, de collecter de la donnée en direct, enfin en direct, en temps réel, d'accompagner une expérimentation ou un essai de la part d'un agriculteur. Et là, une des réflexions, c'est comment on s'adosse aux réseaux sociaux, parce que ces mêmes agriculteurs, en général, c'est ceux qui postent les mêmes types de données, une photo de colza, de méligette, de quelque chose sur les réseaux sociaux. Euh, c'est comment on essaye de se coupler à ça. Et une des idées, c'est que on peut finalement encourager ce partage. Tant pis si on perd tout ce qui se passe d'intéressant sur les réseaux sociaux, notamment parce que on peut poster une photo et un lien au reste de la story. Et donc, on a tout l'historique de la parcelle qui peut accompagner la dernière observation qu'on a faite, qu'on va poster. Et donc là, il y a une plus-value qui nous semble vraiment intéressante et qui peut du coup entraîner le participant à utiliser ce dispositif. Voilà où on en est. Alors ça, ces deux derniers projets, ça fait partie de la dizaine qu'on est en train de développer à Mosaic en ce moment et qui s'ajoute à la vingtaine qu'on a développée ces dernières années. Donc, la page de publicité sur Mosaic, qu'est-ce qu'on est? Une unité de service qui accompagne des projets de sciences participatives, typiquement partenaires méthodologiques, techniques d'une ANR ou de choses comme ça. Et on fait vraiment cette co-conception de systèmes d'information participatifs. Il y en a beaucoup de personnes dans l'équipe qui sont en fait qui sont mon collègue de la DINSI a parlé de la DSI a parlé d'une digital factory. On a tous les métiers d'une agence web, des chefs de projet, des designers, des lead dev, des fronts, des backs, des architectes de données, intégrateurs. Ils sont tous là pour développer ce type de site. On vous accompagne. J'insiste sur le premier item. On ne fait pas des séances participatives pour amuser les gens. On fait des séances participatives parce que c'est une manière unique de produire des données pour la recherche. Voilà un petit peu notre mode opératoire. C'est symbolisé au sommet. C'est un des principes des sciences participatives, c'est une forme d'horizontalité entre les participants et la recherche. On les embarque sur le même projet. Qu'est-ce qu'on va résoudre? Et la partie en rouge, ce qu'on développe, c'est finalement l'interface entre l'univers de la recherche et celle des participants. Un de mes collègues qui étudiait ces dispositifs parlait de dispositifs frontières. Hein, on a l'objet frontière qui permet une rencontre comme ça entre deux mondes. Là, on est dans un dispositif frontière de ça. Voilà, dernière slide sur juste un retour par courrier qu'on a eu d'un des participants à un des projets qui est pourtant assez rudimentaire en termes d'implication. Il s'agit de compter des papillons dans son jardin, les identifier, les compter. Et pourtant, même cette démarche-là, vous voyez, c'est ce qu'elle peut procurer à un participant en termes d'apprentissage. Et il y a encore plein de trucs que je découvre, parce que les rentre dans l'aventure de la connaissance. Et effectivement, comme les chercheurs, on a plein de trucs à découvrir quand on est un participant.